Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, Mélo et moi, vous avons préparé une compilation dans laquelle la consommation de médicaments est au cœur de l'intrigue. La première histoire est celle de deux jumeaux qui droguaient et abusaient leurs victimes. La deuxième raconte l'histoire de Cyril et Stuart Marcus, deux jumeaux gynécologues qui opéraient sous influence. Et la dernière traite de la maladie mentale d'une maman qui, parce qu'elle refusait de prendre ses médicaments comme sa jumelle, commettra l'irréparable sur ses enfants. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, allons-y avec la première histoire, celle des jumeaux Spitzer. Deux jumeaux tentent leur chance en tant qu'acteurs et producteurs à Hollywood. Convaincus de leur talent, ils essuieront les refus avec grande difficulté et trouveront une façon bien particulière de se venger de cette ville qui ne veut pas d'eux. Nés de parents ayant fui le régime nazi en se cachant à Bucarest, ils émigrèrent plusieurs fois avant de s'installer pour de bon au Canada, à Toronto plus précisément. Selon leur père, ils étaient inséparables, bien élevés et avaient une belle vie, bien qu'ils eurent perdu leur mère à l'adolescence. Aussitôt qu'ils terminèrent leur étude, ils obtinrent tous deux un emploi comme vendeurs de vêtements, mais leurs rêves et ambitions s'élevaient beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que la boutique. Les deux jumeaux rêvaient de devenir stars de cinéma. Ils voulaient briller et vivre une vie de luxe et de gloire. Après avoir visité la Californie en 1981, durant des vacances, ils quittèrent très vite leur emploi pour s'installer ensemble à Los Angeles, là où tout leur était enfin possible. Au départ, tout allait bien. Ils se firent remarquer par le célèbre pianiste et chanteur Lee Brace, qui les trouvait très séduisants et qui les engagea comme valets. George et Stéphane étaient fous de joie. Ils s'imaginaient déjà côtoyer les stars les plus connues et ainsi voir démarrer leur carrière en tant qu'acteurs. Mais ils dirent avoir été congédiés peu de temps après pour avoir refusé les avances de l'artiste. Mais est-ce la vérité? On ne sait pas. Mais ils ne se décourageaient pas. Ils se disaient qu'on finirait bien par les remarquer. Ils dénichèrent un emploi pour une compagnie de tournage pour laquelle ils transportaient les accessoires et où ils espéraient chaque jour avoir une chance de percer. Mais ça ne fonctionnait pas, ils n'avaient tout simplement pas le talent pour être des acteurs. Comme leur carrière de comédien ne décollait pas, ils tentèrent alors autre chose. On doit dire qu'ils étaient tenaces. Ils trouvèrent un autre emploi comme vendeur chez Toyota et les soirs, ils sortaient dans les bars. Et ils parlaient, discutaient, abordaient des gens en affirmant être des producteurs recherchant du financement pour leurs films. Ils parlaient bien et savaient se vendre. Certaines personnes excellent pour se mettre de l'avant, mais pour ce qui est du travail en tant que tel, elles ne savent pas vraiment ce qu'elles font, et c'était le cas des jumeaux Spitzer. Les projets n'avançaient pas et les gens se décourageaient d'eux. En plus, ils s'emportaient facilement et cela faisait fuir leurs futurs partenaires. C'était la fin des collaborations et une déception et frustration de plus pour Stéphane et George, qui eux se trouvaient exceptionnels. Hollywood ne voulait pas d'eux. Ils avaient tout essayé et ils étaient au bout de leurs ressources. Cette ville ne les reconnaissait pas à leur juste valeur et ça, les jumeaux l'avaient sur le cœur. Ils éprouvaient une telle haine qu'ils avaient besoin de l'extérioriser. Oui, ils allaient se venger. George et Stéphane Spitzer eurent une idée. Ils n'avaient besoin de personne pour tourner un film. Ils allaient réaliser leur propre film dans lequel ils auraient les rôles principaux, mais attention, ce n'est pas n'importe quel film. Imbus d'eux-mêmes, ils étaient persuadés être exceptionnels au lit. Ils achetèrent des équipements de tournage et entreprirent de filmer leur ébat, et attention, c'est là que ça fait mal, qu'ils soient consentis ou non. Le titre de leur film, Kisses from Romania, baiser de Roumanie. Malheureusement, pour la suite des choses, les jumeaux vont trouver l'arme parfaite pour réaliser leur projet. George et Stéphane avaient un esprit tordu et avaient déjà des crimes à leur actif, mais en bons manipulateurs qu'ils étaient, ils avaient toujours réussi à se tirer d'affaire. En décembre 1982, Stéphane fut accusé d'avoir attaqué et sodomisé une jeune femme de 29 ans, mais il affirma que c'était une histoire d'un soir pour tous les deux et que celle-ci faisait cela pour se venger parce qu'il ne l'avait pas rappelé, ce que la cour crut.
En 1989, une femme les accusa d'avoir profité d'elle sans son consentement dans leur appartement, mais ceux-ci réussirent encore une fois à convaincre les policiers de leur innocence. 2 ans plus tard, en 1991, c'est le tour de George d'être accusé d'avoir tenté de déshabiller une femme et de s'être touché devant elle. Il s'en tira avec 1 jour de prison et la promesse d'aller voir une psychologue. En plus, pour ajouter un peu de piment à leur vie, car imaginez-vous qu'il n'y en a pas encore assez, ils échangeaient même leurs petits amis sans en avertir les principales intéressées. Ils appelaient ça le Spitzer Switch ou Spitzer interchangeable, si on peut traduire ça comme ça, et se considéraient comme The World's Swingingest Lovers ou les amants les plus échangistes du monde. Comme ils n'avaient pas le même physique, Stéphane était plus corpulent et avait plus de cheveux que George. Il disait aux femmes qu'ils étaient en parfait contrôle de leur corps et qu'ils pouvaient facilement grossir et maigrir comme ça. Mais les filles n'étaient pas toujours dupes, certaines s'apercevaient de l'échange car l'un était plus doux dans ses caresses et l'autre plus dur, plus rough. 2 d'entre elles viendront d'ailleurs témoigner contre eux à leur procès. Pour éviter le risque de voir les dossiers de viol s'accumuler et d'aller en prison, George et Stéphane découvrirent un médicament, le Rohypnol, un sédatif 10 fois plus fort que le Valium. Il a été banni aux États-Unis en 1996. Il était utilisé pour calmer les patients avant les opérations, il les paralysait un moment et leur mémoire s'en trouvait affectée jusqu'à la fin des effets du médicament. En d'autres mots, ils ne pouvaient plus bouger et perdaient la mémoire un certain temps. Certains l'utilisent malheureusement pour autre chose que la médecine et les effets de cette substance augmentent avec l'alcool. Quand ils prirent conscience des effets de ce médicament, les jumeaux l'en cachèrent beaucoup chez eux. Le plan était simple, l'un d'entre eux charmait une belle demoiselle qu'ils invitaient à souper dans un bon restaurant. Il la faisait boire et incorporait la chose dans son verre pour la ramener ensuite à la maison où l'attendait son frère. Ils s'amusaient chacun leur tour avec leurs victimes, tout en jouant les cinéastes. Pour draguer les femmes, ils jouaient un rôle. Ils étaient enfin les acteurs qu'ils avaient toujours souhaité être. George se faisait appeler Gino et Stéphane, quant à lui, utilisait le nom de Julian. Ils étaient tantôt producteurs, tantôt psychologues, tantôt professeurs d'arts martiaux, et pour ajouter un peu d'exotisme à leur rôle, ils disaient tous deux être italiens. Leur petit jeu dura 3 ans, de 1993 à 1996. Beaucoup de femmes sont tombées dans le piège et c'était très difficile pour elles. Elles se réveillaient avec un gros mal de tête, sans vêtements, à côté de l'un des 2 jumeaux qui lui disait que c'était consenti, qu'ils avaient bu et tout ça. Elles repartaient sans se souvenir de quoi que ce soit et n'osaient pas aller voir la police. L'une de leurs victimes, se réveillant dans leur lit, alla tout de même au poste de police et malgré le fait que George, alias Gino pour elle, lui ait dit ne pas avoir eu de relation avec elle, elle apprit à voir des traces de lui en elle à plusieurs endroits. Elle était sûre qu'il avait glissé quelque chose dans son verre car elle n'avait pas bu suffisamment pour perdre la mémoire de cette façon. Environ 1 mois plus tard, les policiers firent éruption chez les jumeaux Spitzer et découvrirent le médicament en grande quantité, près de 20 vidéocassettes compromettantes, tout leur matériel de tournage, ainsi que 2 armes chargées. George fut arrêté le jour suivant, soit le 7 août 1996, pour avoir drogué, enlevé dans le but de violer près d'une quinzaine de femmes et de les avoir bien évidemment filmées. Comme ils sont jumeaux identiques et qu'il y avait encore certains doutes, Stéphane ne fut pas arrêté tout de suite. Celui-ci défendait son frère en disant que tout ce qu'il y avait sur les vidéocassettes était consensuel, mais lorsque la police mit en place une ligne téléphonique pour les victimes des 2 frères, celle-ci ne dérougit pas. Les agents ne comptaient plus le nombre d'appels qui entraient tellement il y en avait. L'un d'entre eux a même affirmé « Nous étions au milieu d'une grosse investigation ». Le 29 août 1996, Stéphane fut arrêté et accusé d'avoir drogué, sodomisé et d'avoir utilisé un objet étranger dans un acte de pénétration. Devant les médias, il osa affirmer de ses victimes qu'elles passaient un bon moment.
Ce fut que 9 mois après leur arrestation qu'eut lieu leur procès. Les deux jumeaux, âgés de 41 ans, étaient confiants, convaincus de pouvoir s'en sortir à nouveau, car les cas de viol sont durs à traiter, manque de preuves. Et comme ils sont jumeaux identiques et qu'il était difficile de savoir qui avait fait quoi, ils avaient effectivement une chance d'échapper à la justice. Les témoignages des victimes étaient donc cruciaux. Sur tous les appels reçus, 23 femmes ont eu le courage de sortir de l'ombre pour dénoncer leur bourreau et 12 d'entre elles ont témoigné au procès. Parmi ces femmes ayant été à la barre, on retrouve celle qui fut attaquée par Stéphane en 1982. Elle affirme avoir eu beaucoup de difficultés à la suite de cet événement. 15 and a half years ago, I screamed and no one came out. I went to court and no one heard. I'm trying one more time. Please hear me now. Le procès s'étala sur 3 semaines durant lesquelles on dévoila au jury tous les actes dégoûtants des jumeaux. Kisses from Romania, leur film, souvenez-vous, eut alors sa seule et unique projection. Dans ce film, on pouvait voir George expliquer le Spitzer Switch en disant à l'objectif « Stéphane tente de rompre avec sa copine, voyons si elle voudra bien de moi ». Il y a un extrait sur YouTube, sans nudité bien sûr, nous mettrons le lien en description. Le jury a délibéré pendant une journée entière et a rendu son verdict. Dans la première rangée, 5 de leurs victimes retenaient leur souffle en se tenant la main. Le 17 juin 1998, George Spitzer fut reconnu coupable et condamné à 60 ans de prison. Stéphane fut lui aussi reconnu coupable, mais fut étrangement condamné qu'à 37 ans. Ce qui est effrayant, c'est que leur peine a été réduite en appel. Il faut dire que ce genre de cas est très difficile pour les policiers. Il est toujours mieux pour la victime de ce genre d'acte criminel de demander de l'aide immédiatement afin de recueillir des preuves sur son corps. Souvent, elles ne le font pas. Elles sont sous le choc, se sentent coupables et ressentent un besoin urgent de se laver. Mais n'ayez pas peur de demander de l'aide dès le départ. Et lorsque vous sortez dans un restaurant ou un bar, surveillez toujours votre verre et n'acceptez jamais le verre d'un inconnu. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir mis quelque chose dans votre verre et que vous l'avez bu, urinez le plus tôt possible dans une bouteille afin de garder une trace. Les victimes des jumeaux n'étaient pas ciblées. Ils semblaient les choisir au hasard et les approcher de manière naturelle. On ne sait pas combien de femmes ont souffert entre leurs mains. Plusieurs ignorent encore ce qu'ils ont fait avec elles et l'ignorance peut être une grosse souffrance. Autre fait effrayant pour nous, nous avons appris qu'en 2013 et 2014, les deux jumeaux habitaient à Montréal. Millie et moi étions vraiment sous le choc quand nous avons découvert ça, car en 2013 et 2014, nous habitions toutes les deux à Montréal. Souvenez-vous qu'ils ont la citoyenneté canadienne pour avoir vécu avec leur père à Toronto. George a été expulsé des États-Unis en 2009. Dû à une erreur administrative entre les Américains et Canadiens, aucune restriction ni condition particulière ne lui a été imposée. Les policiers ont tenté de déposer une ordonnance 810, mais n'ont rien pu faire car il leur manquait des documents américains. Cette disposition permet de traîner quelqu'un devant un juge pour qu'il s'engage à garder la paix et à respecter une série de conditions restreignant sa liberté. Elle est émise lorsqu'on soupçonne que la personne peut représenter un danger pour la sécurité publique. D'après ce que nous avons lu, il s'agissait d'un transfert de prison, mais il a été libéré. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que George fut de nouveau arrêté pour avoir fraudé une Montréalaise de 100 000 $ en 2013. En 2020, il fut une nouvelle fois acquitté dans une histoire de relation sans consentement puisque la victime n'était pas cohérente dans ses propos. Stéphane, lui, fut libéré en 2014 et fut lui aussi envoyé à Montréal avec des conditions plus strictes car les policiers se sont assurés d'avoir les documents nécessaires cette fois-ci. Suivant son frère, il s'est également fait de nouveau passer les menottes pour non-respect d'une de ses conditions, mais on n'en sait pas plus là-dessus. On ne sait pas ce que sont devenus les frères Spitzer aujourd'hui. Ils doivent avoir environ 68 ans. Et cela me fait vraiment peur de penser qu'ils sont peut-être encore en liberté. Cyril et Stuart Marcus.
Cyril et Stuart Marcus sont nés le 2 juin 1930. C'est Cyril qui est né en premier 2 minutes avant son frère. Habituellement, on remarque que c'est le jumeau qui naît en premier qui est le plus meneur, alors que le second est plus suiveur. Mais dans le cas des jumeaux Marcus, c'est étrangement Stuart, le bébé qui est né en deuxième, qui prenait les rênes. Il était plus indiscipliné, causait davantage de problèmes que son frère et avait beaucoup plus confiance en lui. Cyril, quant à lui, était plus réservé, silencieux et sérieux. Les professeurs soupçonnaient Stuart d'être le plus intelligent et d'aider Cyril dans ses devoirs, mais ne pouvaient le prouver. Leur mère était femme au foyer et leur père était médecin. Il a vite su transmettre sa passion à ses jeunes fils. Cyril et Stuart étaient inséparables. Ils passèrent toute leur enfance soudés l'un à l'autre comme la plupart des jumeaux, étudièrent dans les mêmes collèges, avaient sensiblement les mêmes résultats. Ils graduèrent d'ailleurs tous deux avec des honneurs et choisirent de se spécialiser en gynécologie. En 1950, ils semblaient destinés à une brillante carrière. Ils furent tous deux appelés à travailler pour l'hôpital de l'armée. On reconnut leur talent en les nommant chefs du département d'obstétrique et de gynécologie et tout de suite après l'armée, ils obtinrent un poste dans un prestigieux hôpital de New York. Mais durant toute cette période, disons entre 0 et 28 ans, c'est Stuart qui décidait et qui frayait un chemin pour lui et son frère. Cyril le suivait docilement et se reposait beaucoup sur Stuart. Il a même écrit dans le livre de John Blatt que c'est évidemment Stuart qui a perdu sa virginité en premier et qui, par amour pour son frère, lui permit de prendre sa place lors de son prochain rendez-vous afin que Cyril perde lui aussi sa virginité. Ce ne fut donc qu'à l'âge de 28 ans que Cyril prit la décision de prendre réellement sa place en acceptant un poste au New York Mount Sinai Hospital, poste qui le séparait de son frère. Stuart eut beaucoup de difficultés à digérer la nouvelle et partit travailler quant à lui à Stanford, dans le Connecticut. Les deux frères furent donc séparés pour la première fois. Loin de son jumeau, Cyril gagna en assurance et sa réputation était excellente et pas seulement au travail. Bien vêtu, bel homme, ayant de bonnes manières, il plaisait aux femmes. Mais ce qui fit souffrir réellement Stuart, c'est lorsqu'il apprit les fiançailles de Cyril. Jusque-là, les deux jumeaux étaient célibataires et se plaisaient même parfois à échanger leurs copines, ne prenant pas les relations très au sérieux. Alors, quand Cyril annonça son mariage avec une certaine Corinne Steen, Stuart fut dévasté. Il supplia son frère à plusieurs reprises de ne pas se marier, mais celui-ci épousa tout de même Corinne et Stuart accepta bien sûr d'être son garçon d'honneur. Stuart, lui, ne se maria pas. Les deux jumeaux furent de nouveau réunis lorsqu'on proposa à Cyril un poste de professeur adjoint pour une importante clinique d'obstétrique et de gynécologie et, dans le cadre de l'accord, ils acceptèrent d'embaucher Stuart pour un poste similaire. Tous deux décidèrent de se spécialiser dans la recherche pour traiter l'infertilité. Ils ouvrirent leur propre clinique et grâce au contact de Cyril, ils attirèrent des clientes riches et célèbres qui suscitaient l'envie de leurs collègues. Tout allait vraiment bien pour eux. Ils vivaient dans un appartement luxueux donnant sur le Manhattan East River, Cyril habitant au 10e étage de l'immeuble avec sa femme et ses enfants, et Stuart habitait 2 étages en dessous. Ils aimaient leur travail et avaient beaucoup de patientes. Ils ont même écrit un livre en 1967, Advances in Obstetrics and Gynecology, qui fut un réel succès dans leur domaine. Ils dédicacèrent même ce livre à leur père, qui était, rappelons-le, lui aussi docteur. Donc, les jumeaux Marcus étaient au sommet de leur carrière et tout le monde les admirait, mais la chute sera brutale. On disait d'eux qu'il était plutôt froid, distant et même arrogant. Ils ne tissèrent pas de liens serrés avec leurs collègues et plusieurs de leurs patientes se plaignirent de leur attitude. Les jumeaux Marcus, comme tous les médecins d'ailleurs, travaillaient énormément. Stuart commença à développer d'importants mal de dos et commença à s'autoprescrire lui-même des antidouleurs. Cyril, quant à lui, ne passait pas beaucoup de temps à la maison.
et Corinne finit par demander le divorce et partit avec leurs 2 filles. Ce fut alors le début de la descente aux enfers pour le pauvre Cyril qui sombra dans une immense dépression. Pour alléger ses souffrances, il commença lui aussi à s'autoprescrire des antidouleurs, mais comme ce n'était pas suffisant, il prit aussi une amphétamine qui pouvait causer de l'euphorie et des barbituriques pour dormir la nuit. Il ne disait ni à ses amis ni à ses patientes qu'il était en instance de divorce, tout en essayant de se réconcilier avec Corinne, mais sans succès. Cyril augmenta les doses rapidement et son apparence était de plus en plus négligée. Le respecté docteur devint agressif et hurlait des insultes lorsque contrarié. Il pouvait changer de comportement rapidement. Il perdit du poids et refusait souvent de rentrer au travail, laissant encore plus de boulot pour Stuart qui prenait sa place auprès de ses patientes. Il arrivait régulièrement que l'un commence une examination et que l'autre la finisse. Stuart augmenta donc lui aussi sa dose de médicaments pour soulager ses douleurs. Les 2 médecins attiraient maintenant les regards, mais pas de la bonne façon cette fois. Stuart écrivit même à leur ancien éditeur pour lui promettre un second livre, mais 2 ans plus tard, lorsque le délai fut écoulé, celui-ci ne vit jamais le jour, ce qui créa une énorme frustration. Il était de plus en plus évident que les 2 frères prenaient des décisions importantes et opéraient sous influence. C'est grave. Écoutez bien ce qui suit car c'est vraiment terrifiant. Cyril, un jour, fut appelé pour une opération très importante et son état inquiéta ses collègues. Ses mains tremblaient, il suait, il peinait à tenir debout. Bref, c'était évident qu'il était sous l'influence de puissants médicaments. Et à un moment donné, même, durant la procédure, il enleva le masque servant à anesthésier la patiente pour le placer sur son propre visage. Les infirmières étaient terrifiées, le personnel était pétrifié. Ils réussirent tout de même à le maîtriser et à le persuader de ne pas opérer. Ce fut un autre médecin qui fut appelé pour le remplacer et cet autre médecin fut évidemment Stuart. Donc Stuart se présenta dans la salle d'opération et il était dans le même état que son frère. Vraiment, ça n'a aucun sens. Cyril fit évidemment une première overdose. Il fut retrouvé inconscient dans son appartement par son frère Stuart, qui disait seulement qu'il était malade. Vraiment, les 2 frères vivaient dans le déni et refusaient de voir la vérité en face. We can't let anyone know about the drugs. How would they know? Parlons maintenant de Stuart. Il fut un jour appelé en urgence pour la fausse couche de la femme d'un journaliste très connu à New York. La pauvre était à 4 mois de grossesse et était en pleine hémorragie, donc elle saignait abondamment. Stuart arrive sur les lieux, peine à tenir debout, manque tomber sur sa patiente à plusieurs reprises, va même jusqu'à essuyer ses gants pleins de sang sur le veston du mari. Il va demander à la patiente si elle ne peut pas rentrer chez elle. Imaginez-vous. Le mari va alors péter les plombs, va demander à Stuart de sortir de la salle d'opération et va demander à avoir un autre médecin. Cyril et Stuart négligèrent leur patiente de plus en plus, ne remplissaient plus les documents pour les assurances parce qu'ils détestaient ça tout simplement et ne se donnaient plus la peine de faire parvenir les dossiers médicaux à leurs collègues. Les tests d'urine restaient dans les frigos sans jamais être testés. Bref, c'était l'enfer au bureau. Il se présentait de moins en moins souvent au travail, se terrant dans l'appartement de Cyril, en mangeant des dîners surgelés et en buvant des sodas. En début de l'année 1975, il était devenu évident que Cyril et Stuart Marcus n'avaient plus les facultés pour exercer dans leur domaine, étaient devenus un danger pour leurs patientes. On leur donna toutefois un ultimatum, soit ils se reprenaient en main, soit ils se retiraient. Ils devaient se présenter devant un conseil le 10 juillet pour leur faire part de leur décision. Stuart, qui était moins intoxiqué que son frère, faisait les courses pour 2 et encore une fois, il prit les rênes. Il persuada son frère de se désintoxiquer et de retourner sur le droit chemin. La fin de semaine de 3 jours, le 4 juillet étant la fête de l'indépendance aux États-Unis, allait les aider, il en était persuadé. Bien sûr, en tant que médecin, il n'était pas sans savoir qu'une coupure aussi intense pourrait provoquer des convulsions et peut-être même un arrêt du cœur.
Pour vous dire, il paraît qu'il est plus difficile de se débarrasser d'une addiction au barbiturique qu'une addiction à l'héroïne. Mais bon, c'était leur dernière chance. Ils se présenteront malheureusement jamais à leur rencontre du 10 juillet. On ne peut pas dire qui est mort avant qui, car les versions changent d'une source à l'autre, mais les deux frères furent retrouvés tous les deux morts dans l'appartement de Cyril par l'homme à tout faire de l'immeuble le 17 juillet 1975. Stuart fut retrouvé nu sur le sol, alors que Cyril, lui, fut retrouvé sur le grand lit double habillé d'un short. Dans certaines versions, ils étaient dans la même pièce, et dans d'autres, ils étaient dans deux pièces séparées. Bref, on ne sait pas laquelle version est la bonne, mais ce qu'on sait, c'est que les deux jumeaux n'ont pas ingurgité de barbiturique dans les jours précédant leur mort. Les policiers ont d'abord cru à un pacte de suicide, mais n'ont trouvé aucune note dans l'appartement. Ils n'avaient également aucune trace d'infraction ou de violence sur leur corps. Ils avaient 45 ans. L'endroit était apparemment rempli de déchets, de bouteilles et de canettes vides, de nourriture pourrie, de vêtements sales et près de 100 pots de pilules vides. On parle même d'un fauteuil où ils auraient tous les deux fait leurs besoins et ce n'était pas seulement de l'urine. Bref, ça puait vraiment dans cet appartement. En plus, il faisait chaud et l'air conditionné était brisé. L'odeur devait être vraiment insoutenable. C'est difficile de croire que des médecins aussi réputés, polis, bien habillés, bel homme, puissent aussi rapidement se négliger à ce point-là. Il paraît qu'ils étaient vraiment très maigres et avaient des allures de baume à la fin de leur vie. On sait tous que l'addiction est très dangereuse. Il est très difficile de se sortir de ce cercle vicieux. Cyril et Stuart Marcus en sont bien la preuve. Jean et Jane Hopkins. Jean et Jane Hopkins naissent le 29 février 1956 à Van Buren, à Arkansas. Les jumelles sont les plus jeunes de 4 enfants. Leur père, Glenn Hopkins, est propriétaire d'un magasin de meubles Prosper, a d'autres biens immobiliers et est aussi copropriétaire d'une maison de retraite lucrative. La famille est donc assez aisée. Et les jumelles sont proches l'une de l'autre et ne manquent pas d'amour de leur famille et de leur entourage. Elles ont tout pour elles. Elles sont belles, intelligentes et humbles. Elles ne regardent pas ceux qui sont moins fortunés de haut. Elles sont très sociales, surtout Jean, qui aime sortir et être entourée de plein de monde. Jane, elle, est plus réservée et préfère passer ses soirées à lire des livres. Contrairement à la plupart des histoires qu'on vous raconte ici, les jumelles ne sont pas en compétition entre elles. Elles sont d'ailleurs toutes les deux très bonnes à l'école et sont très heureuses du succès de leur sœur. En 1974, elles graduent d'ailleurs toutes les deux avec les honneurs de leur école secondaire de Van Buren et sont toutes les deux acceptées à l'université de Arkansas, à peu près 1 heure de chez elles, où elles graduent 4 ans plus tard aussi avec les honneurs. Leurs chemins vont se séparer parce que Jane va aller étudier à l'université d'Harvard au Massachusetts, alors que Jean va s'inscrire au Southern Methodist University. Jean et Jane vont trouver la situation vraiment difficile, mais vont quand même s'écrire et se téléphoner très souvent. Jane a 23 ans lorsqu'elle gradue de Harvard en 1985 et va se marier avec Clayton Elliott Jr., lui aussi finissant de la même université. Ils vont ensuite déménager à Houston et l'année suivante, donc en 1986, Jane donne naissance à leur premier garçon, Clayton Clee Elliott III, qu'ils surnomment Clee, et 4 ans plus tard à une petite fille, Olivia. Jean, elle, va se trouver un emploi prestigieux après ses études et va elle aussi se marier 1 an plus tard que sa sœur avec un homme d'affaires prospère du nom de Raymond Beard. Mais peu de temps après son mariage, sa vie va prendre une tournure quand même assez bizarre parce qu'elle va commencer à insinuer qu'un homme en noir la suit et la traque un peu partout. Elle va débuter une thérapie, mais la situation va tellement s'intensifier qu'elle devra quitter son emploi en 1987.
Sa sœur Jane et son mari vont alors emménager dans le même quartier, à seulement quelques maisons de Jean et Raymond. Et le fait d'avoir sa sœur près d'elle va vraiment apaiser la situation. Elle va pouvoir parler ouvertement à sa sœur de l'homme en noir qui la suit, qui la traque, de ses peurs. Et ça va vraiment la soulager. Jean aura un premier garçon qui va s'appeler Jimmy en 1991, en même temps que sa sœur va avoir son deuxième enfant, Olivia. Et elle aura aussi un autre petit garçon un an plus tard, appelé Riley. Donc, si on résume la situation, les deux jumelles sont mariées, habitent dans le même quartier et ont toutes les deux enfants. Alors que tout semble aller pour le mieux pour les deux jumelles, Jane va annoncer en 1992 qu'elle et Clayton divorcent, malheureusement. Jane va alors aller consulter le même thérapeute que sa sœur et malgré tous les efforts de Clayton d'obtenir la garde des enfants, c'est Jane qui l'obtiendra. En juin 1994, l'état de Jean détériore et elle va devoir être hospitalisée pour ses pensées suicidaires. À l'hôpital, ils vont la diagnostiquer bipolaire, ce qui explique entre autres ces épisodes où elle dit voir un homme habillé en noir la poursuivre. Les médicaments font leur effet et peu à peu, Jean reprend du mieux et elle peut enfin sortir de l'hôpital. En septembre de la même année, Jean apprend qu'elle est de nouveau enceinte et décide d'arrêter du tout au tout les médicaments pour le bien du bébé. Et ce sera la pire décision de sa vie parce qu'en arrêtant les médicaments, l'homme en noir revient dans la vie de Jean et elle est maintenant convaincue qu'il ne veut pas s'apprendre qu'à elle, mais aussi à ses enfants. Et elle a beau réfléchir, ruminer la situation dans sa tête, elle ne voit vraiment aucune solution sauf une. Donc un soir, quand son mari appelle pour lui dire qu'il va rentrer plus tard du travail, Jean saisit l'occasion pour passer à l'action. Elle décide donc de préparer un dernier repas pour elle et ses enfants en y glissant tout le contenu de ses médicaments dans la nourriture dans le but qu'ils fassent tous une overdose. On peut donc facilement imaginer la réaction du pauvre Raymond qui arrive de travailler et qui trouve toute sa famille affalée sur la table dans leur nourriture. Paniqué, il compose rapidement le 911 et l'ambulance arrive pour emmener Jean, Jimmy et Riley à l'hôpital le plus proche où on leur fait un lavement d'estomac. Heureusement, ils s'en sortiront tous sains et saufs. La police interroge Jean sur son geste aussitôt qu'elle se réveille et elle leur expliquera qu'elle a voulu se sauver elle, mais aussi ses enfants du fameux homme en noir. Jean sera quand même poursuivie, mais sera déclarée non coupable dû à son état mental. Pendant tout le temps que Jean sera hospitalisée et sera traitée, Jane prendra soin de Raymond et de ses neveux. Elle va les aider dans le fond du mieux qu'elle le peut, mais plus sa sœur commence à se sentir mieux, plus Jane, elle, commence à dépérir. En fait, Jane souffre de la même maladie que sa sœur. Depuis que Jean lui a parlé de l'homme en noir, elle le voit et elle le sent elle aussi. Mais ayant été toujours plus discrète et plus réservée, elle n'en a jamais parlé. Refusant de mettre le blâme sur sa sœur pour l'accident qui vient de se passer, Jane va plutôt mettre la faute sur le dos des médecins. Elle va donc arrêter sa thérapie en prétextant ne plus en avoir besoin. Et les choses vont empirer lorsque sa sœur va sortir de l'hôpital. Jean, Raymond et leurs 3 enfants maintenant vont décider de déménager afin de prendre un nouveau départ là où personne ne connaît leur histoire. Jane va alors se retrouver seule chez elle, sans sa jumelle, et sa paranoïa va atteindre des niveaux extrêmes. Par exemple, elle se met à coller des post-it partout dans la maison disant « Garde les portes verrouillées » ou « Ne dis pas de nom en parlant au téléphone » parce qu'elle est sûre que l'homme en noir a mis sa ligne sur écoute. Elle regarde aussi plusieurs fois sous sa voiture avant de l'utiliser parce qu'elle est sûre que l'homme en noir y a mis une bombe. Les voisins et aussi la famille de Jane vont vraiment commencer à s'inquiéter parce que là, Jane ne peut plus cacher qu'elle a aussi un problème.
Sa sœur et son mari vont être mis au courant. Ils vont tenter de la convaincre d'aller voir un médecin. Ils vont même appeler Clayton, son ex-mari, pour lui faire part de leurs doutes, mais aussi de leur peur pour les enfants. Mais le lundi 28 juillet 1997, Jane se présente chez son ex-mari, habillée d'une jolie robe et de très bonne humeur. Il lui demande si elle est toujours d'accord pour aller consulter un spécialiste. Elle lui affirme que oui. Donc, il lui dit qu'il va lui-même prendre un rendez-vous pour elle. Elle affirme que s'il fait ça, elle va aller au rendez-vous sans problème. Elle semble si bien dans sa peau qu'il la laisse partir avec les enfants sans trop s'inquiéter. Il est loin de s'imaginer que c'est la dernière fois qu'il les voit vivants. Et c'est là que ça devient très difficile à entendre et aussi à raconter. Durant la journée, alors que ses enfants jouent dans leur chambre, Jane, elle, va rédiger 6 notes qu'elle va mettre un peu partout dans la maison. 6 notes suicidaires, dont l'une d'elles va dire ce sont des anges, priez pour nous, pardonnez-moi. Ensuite, elle va aller à la cuisine, va s'emparer d'un couteau de 6 pouces et va monter à l'étage rejoindre les enfants. En ouvrant la porte, elle va cacher bien sûr le couteau derrière son dos. Et dans la chambre, Clee est en train de lire une histoire à sa petite sœur. Et elle va lui demander d'aller avec elle en bas, de l'accompagner quelques minutes avec elle dans la cuisine. Le petit garçon va donc accepter, va donner le livre de lecture à sa sœur et va passer devant sa mère pour se rendre à la cuisine. Et à peine entrée dans la cuisine, Jane va se jeter sur son fils et le poignarder à plusieurs reprises. Le petit hurle et supplie sa mère d'arrêter évidemment, mais elle continue. La petite Olivia, qui attend les cris de son frère, se précipite en haut de l'escalier et va voir son frère ensanglanté sortir et courir dans le jardin. Elle va finir par le rattraper et il va encore la supplier d'arrêter, mais elle va encore le poignarder de nouveau au cou et au torse. Le petit Clee va finir par mourir et sera entraîné de nouveau dans la cuisine par sa mère où il sera laissé sur le plancher. Et elle va monter l'escalier pour rejoindre Olivia. Elle retrouve la fillette tremblante de peur dans un coin de la chambre et elle va l'obliger à venir avec elle dans la salle de bain. Elle va alors fermer la porte de la salle de bain et va obliger Olivia à aller monter dans la douche où elle va s'enfermer avec elle. Et là, la boucherie va recommencer. Une fois la fillette décédée, Jane va tourner le couteau contre elle et se donner la mort à elle aussi. Et à 8 heures ce soir-là, Clayton se rend chez son ex-femme pour lui dire qu'il a bien pris rendez-vous pour elle chez le thérapeute. Mais évidemment, personne ne va répondre à la porte. Il voit que la voiture de Jane est bien dans l'allée, alors il se questionne. Il fait alors le tour de la maison et découvre la porte de derrière entrouverte. Quand il va rentrer dans la cuisine, ce sera épouvantable pour lui, car le corps de son jeune garçon de 9 ans gît devant lui dans une mare de sang. Clayton appelle tout de suite les policiers en criant « Mon fils a été tué, mon fils a été tué ». La police et les ambulances arrivent sur les lieux. On retrouve Jane et Olivia dans la salle de bain et il n'y a plus rien à faire. La police conclut à 2 meurtres pour les enfants et un suicide pour la mère. Le corps de Jane est retourné à sa ville natale pour y être enterré. Et le corps de ses 2 enfants sont enterrés à l'église presbytérienne de Highland Park. 2 semaines après les funérailles, leur père Clayton annonce qu'il va créer une fondation à la mémoire de ses enfants. Jean, quant à elle, se refuse de parler des meurtres. Elle est apparemment toujours vivante, toujours sous médication aussi, et elle et sa famille se portent bien. Merci d'avoir regardé cette compilation jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous écrire ce que vous avez pensé de ces histoires en commentaire. Et sur ce, portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!